Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texarma Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Je suis de retour dans mon studio comme vous pouvez voir, donc ça c'est plutôt cool, on va reprendre en force les vidéos. Et du coup nous avons aussi pas mal de news qui arrivent en force, on peut le dire cette semaine-ci. Déjà Samsung Unpacked avec tous les nouveaux téléphones pliables et tout ça, on va en parler plus. Des news au niveau IA parce que forcément. On a aussi des news au niveau hardware, une news aussi avec un smartphone très intéressant qui coûte 199 €, ce qui est, on peut le dire, pas évidemment le plus abordable, mais qui est plutôt intéressant. Et encore plus de news, évidemment. Vous avez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Je vous invite à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Ugreen. Et pour les Prime Days sur Amazon, qui sont les 16 et 17 juillet, Ugreen a plein d'offres exceptionnelles. Que ce soit pour leurs chargeurs, leurs câbles, leurs accessoires, leurs hubs USB, il y en a pour tout le monde. Et ici, j'ai sélectionné deux produits en particulier qui sont très intéressants. Le premier, c'est leur Nexode 100 watts, qui est un chargeur évidemment de 100 watts. Ce qui est bien avec ce chargeur, c'est que vous avez 100 watts de chargement dans un très petit format. Merci de nitrure de gallium. En plus, il y a plusieurs ports USB type C, un port USB type A, donc vous pouvez vraiment charger tout et n'importe quoi. Et jusqu'à 100 watts, donc un ordinateur portable avec du USB type C, c'est tout à fait possible. Un MacBook par exemple aussi. Un autre produit très intéressant selon moi, c'est leur batterie MagSafe sans fil. Donc basiquement, c'est une petite batterie de 5000 mAh que vous pouvez coller derrière un iPhone. Et si comme moi vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez toujours utiliser une protection qui rajoute le support de MagSafe sur n'importe quel téléphone. Tant qu'évidemment il supporte la charge sans fil, vous pouvez le faire. Donc là c'est le cas avec mon S24 Ultra. Et du coup c'est très pratique, vous pouvez coller directement la batterie à l'arrière du téléphone et charger jusqu'à 7,5 watts en sans fil. Et si vous voulez, vous pouvez même brancher en filaire via l'USB type C pour charger jusqu'à 15 watts. Et ça permet aussi évidemment de charger la batterie en elle-même. Du coup, n'hésitez pas à découvrir toutes les offres de Ugreen pour les Prime Days. Il y a énormément de réductions sur toute leur gamme de produits. Donc vous aurez un lien dans la description et encore un grand merci à Ugreen. La première news de la semaine, c'est évidemment le Samsung Unpacked où Samsung a présenté pas mal de nouveautés, notamment les nouveaux Galaxy Z Fold et Z Flip 6. Leur nouvelle Watch Ultra qui est un petit peu inspirée de ce qu'a fait Apple. On a aussi la Watch 7 qui a été présentée et ainsi que, et c'est ça le plus intéressant selon moi, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on attendait de voir ce que ça donne, surtout le prix, le fameux Galaxy Ring, ce petit anneau que vous pouvez, enfin petit, cet anneau que vous pouvez mettre pour traquer votre rythme cardiaque et ce genre de choses. Du coup, commençons par les Fold 6 et Flip 6. Pas d'énormes nouveautés, on va être très honnête. Ils ont évidemment raffiné un petit peu le design, ils ont apparemment un petit peu diminué la bordure de l'écran, ce genre de choses, mais c'est basiquement très proche des Fold 5 et Flip 5. Mais bien évidemment, la grosse nouveauté, c'est Galaxy AI qui a été rajouté sur ces smartphones, parce qu'évidemment, ils utilisent les nouveaux Snapdragon. Et là, je vais être très honnête, pour ceux qui sont intéressés par ces smartphones, j'ai un S24 depuis sa sortie, un S24 Ultra. Je n'utilise littéralement aucune des fonctionnalités Galaxy AI, à part le système qui permet de, quand vous appuyez sur le bouton Home, de rechercher ce qui se passe sur l'écran. Et cette fonctionnalité-là, c'est basiquement Google Lens, un raccourci Google Lens. Cette fonctionnalité-là a aussi été rajoutée sur les pixels, donc c'est même plus exclusif au Galaxy. Et c'est la seule fonctionnalité que j'utilise vraiment tout le temps. Ça, par contre, c'est hyper pratique. Genre, vous avez une image, il y a du texte sur l'image, vous utilisez ça, vous pouvez copier le texte, rechercher facilement, c'est hyper pratique. Mais le reste, j'utilise jamais. Et surtout les trucs de remise en forme des textes, tout ça, des emails et tout ça, c'est juste pas pratique en fait. Et ça marche, selon moi, pas incroyablement bien. Il y a quelques fonctionnalités de retouche photo, mais j'ai aussi un abonnement Google One, ce qui me donne accès basiquement aux mêmes fonctionnalités. Donc, franchement, j'utilise pas grand-chose. Or, c'est moi en particulier, chacun est différent, mais je vous le dis, Galaxy AI, c'est intéressant, mais voilà. Est-ce que ça justifie d'être la fonctionnalité phare d'un nouveau téléphone et rien d'autre à côté? Je suis pas totalement sûr. Et j'espère que pour l'année prochaine, Samsung va un petit peu aussi se bouger les fesses au niveau hardware. Parce que là, tout comme les Galaxy S24, au final, c'est juste une version raffinée du design. Sauf que pour les téléphones pliables, on s'attendait à plus. Parce que c'est une nouvelle catégorie de produits encore. C'est seulement la sixième. En réalité, c'est déjà la sixième génération. Bref, on attendait quand même plus de nouveautés. Peut-être un design où on voit encore moins la bordure de l'écran ou ce genre de choses. Non, ça n'a basiquement pas changé. Ils ont apparemment amélioré un petit peu
Les couches de l'écran, apparemment, ils ont pu retirer des couches ou je sais pas quoi en utilisant des nouveaux matériaux. À voir si ça change vraiment. Mais c'est toujours techniquement un écran avec du plastique et du verre mélangé. Donc, ouais. Franchement, rien d'incroyable. Après ça, on avait aussi les nouvelles Galaxy Watch. Galaxy Watch 7 est très proche de la Galaxy Watch 6. Pas d'énormes nouveautés ici. La grosse nouveauté, c'est par contre la nouvelle Galaxy Watch 7 Ultra, qui est basiquement, c'est Samsung qui veut prendre du marché sur comment ça s'appelle? Les Apple Watch Ultra, qui sont évidemment la version genre overkill de l'Apple Watch avec plus grosse batterie, un plus grand écran et ce genre de choses. Alors le truc, c'est que cette nouvelle Galaxy Watch Ultra remplace le modèle qui était un petit peu plus gros et qui avait notamment le cadran qui pouvait être tourné. Donc ce modèle n'existe plus. Vous avez la version Ultra à la place qui coûte plus cher aussi et qui n'a plus le cadran qui tourne. Et la version de base, par contre, c'est basiquement la même chose que la version 6, mais un petit peu améliorée. Donc, c'est pas comme vraiment Apple, parce que Apple a toujours plusieurs tailles, plus la version Ultra, et la version Ultra est vraiment plus grosse. Ici, il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau de la taille. Ils ont toutefois mis plus de batterie, donc c'est une smartwatch qui devrait durer plus longtemps. Ils ont amélioré aussi la résistance sous l'eau, comme ça vous pouvez aller vraiment plus bas sous l'eau, donc basiquement un petit peu ce que fait la Apple Watch, l'Apple Watch, oui, l'Apple Watch Ultra. J'ai du mal avec tous ces noms, ils se ressemblent beaucoup de trop. Bref, et vous avez aussi ce bouton, je sais plus comment il l'appelle, mais c'est basiquement comme le bouton d'action de Apple. Le petit bouton rouge ici que vous pouvez configurer et mettre ce que vous voulez comme action. Donc, yep. Basiquement, c'est un petit peu bizarre de voir Apple rattraper ce que fait en partie Samsung, et maintenant c'est Samsung qui rattrape en partie ce que fait Apple. Un petit peu étrange, mais bon. Bref. Maintenant, on peut passer par contre au Galaxy Ring. Et ça, je pense que beaucoup de gens étaient intéressés de voir ce que ça donne. Et le truc, on va être honnête directement, cet anneau coûte 400 balles. Et je peux vous dire, 400 balles, non. Pas du tout. C'est le prix d'une Galaxy Watch qui fait beaucoup plus. Personnellement, je trouve que c'est overpriced. Je ne m'attendais clairement pas que, franchement, Samsung le fasse aussi cher. Je me disais, quand même, ils vont pas le mettre aussi cher que leur Galaxy Watch ou autre chose, vont peut-être le faire à, allez, 250, 300 euros. Bon, c'est le prix d'une Galaxy Watch, mais je parle du plus gros modèle. Et bon, techniquement, oui, c'est pas le prix du plus gros modèle, vu que le plus gros modèle a augmenté en prix, techniquement. Mais quand même, je m'attendais pas à 400 dollars. En euros, ça va être certainement 450 euros, quelque chose comme ça. C'est extrêmement cher. Et ça vous donne un anneau qui, oui, vous permet de traquer un petit peu, genre, votre rythme cardiaque, ce genre de choses. Mais il n'a pas des fonctionnalités que vous pourrez attendre, genre NFC. Genre, oh, vous voulez faire des paiements, ce serait pratique. Vous arrivez pour prendre le métro, hop, vous mettez l'anneau en contact avec le truc de paiement ou de validation de votre ticket, et hop, vous rentrez. Pratique, beaucoup plus pratique que la smartwatch où vous devez, genre, j'ai déjà vu des gens qui veulent payer des fois avec leur smartwatch, parce que bien souvent, si vous êtes droitier, vous le mettez sur votre poignet gauche, mais ça veut dire que bien souvent, quand vous avez le réflexe de payer, et souvent les terminals de paiement sont mieux placés pour quand vous êtes droitier, forcément, ils sont souvent à droite, vous voyez, de la caisse. Pas toujours, mais souvent. Du coup, quand vous êtes avec la montre sur votre bras gauche, vous devez faire un petit peu, genre, c'est pas le plus pratique, on va être honnête. Surtout quand le terminal de paiement est un peu sur le côté. Donc, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir juste un anneau qu'une smartwatch pour ce genre de choses. Mais ils n'ont pas mis de NFC. Donc, pour moi, c'est une énorme occasion gâchée, en fait. Surtout pour le prix, 400 balles. Genre 400 balles, et vous n'avez même pas un support de NFC qui est hyper simple à supporter, qui est déjà... Il y a certains smart rings qui supportent le NFC, donc il y en a qui vont dire, oh, peut-être qu'il n'y a pas la place, autre chose. Il y a totalement la place. Enfin bref, dans tous les cas, personnellement, je trouve ça décevant. C'est genre... Ça peut être intéressant pour certaines personnes, clairement. Hein. C'est déjà un accessoire. Hein. Il y a des gens qui aiment bien avoir des anneaux, ok. Et vous pouvez acheter des anneaux qui coûtent plus que 400 euros, qui ne font rien. Hein. Surtout que là, ils utilisent quand même... Il faut quand même le noter. Je suis un peu mauvaise langue, mais il me semble que la version or est vraiment plaquée or. Donc, c'est réellement un bijou, on peut le dire. Mais bon, quand même. Selon moi, voilà, c'est pas pour moi, mais certaines personnes qui font beaucoup d'activités physiques, ça pourrait être intéressant. Ça dépend des activités parce que, je sais pas moi, si vous jouez par exemple, je sais pas moi, au volleyball, au volley, vous n'allez pas laisser un anneau parce que c'est, à mon avis, ça doit être très mauvais de jouer au volley avec un anneau. Ça va taper dans l'anneau quand vous envoyez une balle ou autre chose. Donc,
ouais, là, il vaut mieux avoir certainement une smartwatch ou un truc qui se met, par exemple, à la cheville ou autre chose. Il y a certaines personnes qui ont des trackers à la cheville. Donc, pas des trackers, pas ce genre de personnes. Je parle de trackers pour les activités physiques. Enfin bref. Euh, donc, c'est pas forcément pratique pour tout le monde en réalité un anneau, mais pour certaines activités, si vous courez par exemple, tout à fait adapté ce genre de choses. Donc, à voir. Le but ici, c'est que l'anneau dure une semaine sur batterie et vous ne l'enlevez pas quand vous dormez, par exemple. Donc, ça permet de traquer votre sommeil sans l'enlever. Parce que moi, par exemple, j'enlève toujours ma smartwatch quand je dors parce que si je la laisse trop longtemps, c'est juste mauvais. J'ai aussi des problèmes quand je la laisse trop longtemps, que je peux avoir des allergies sur ma peau. Donc, yep, je suis obligé de l'enlever pendant la nuit. Et en plus, je peux durer 2 jours souvent avec ma Galaxy Watch 6, mais je dois la recharger au bout de 2 jours, quoi qu'il arrive. Là, ça vous permet de vraiment traquer une semaine de sommeil sans devoir recharger. Donc, je vois l'intérêt, mais personnellement, c'est vraiment pas pour moi. Donc, ouais. Bref. Et il y avait aussi d'autres nouveautés. Ils les ont pas mis sur cette news-là, mais il y avait notamment des Galaxy Buds. Je vais aller vous montrer parce que, honnêtement, vous allez le voir. Allez, voilà. Vous avez les Galaxy Buds 3 Pro et les Galaxy Buds 3. Et je sais pas vous, mais en regardant surtout le fait qu'il y a un modèle Pro avec un certain design et un modèle non Pro avec un certain design, ça vous fait pas penser à une certaine marque? Yep, c'est totalement des AirPods. Genre, les Galaxy Buds 3, c'est des AirPods normaux, et les Buds 3 Pro, c'est des AirPods Pro. Genre, ça ressemble énormément. Alors, il y a évidemment des différences, genre la finition et tout ça, il y a aussi une petite lumière et tout, mais genre, ça ressemble énormément à ce que fait Apple. Et ça, je ne comprends pas, parce que si vous regardez les anciens Galaxy Buds à côté, Samsung avait un design assez genre unique à eux en fait, qui ne ressemblait pas forcément à beaucoup de marques. Et là, d'un coup, ils sont juste passés à basiquement ce que fait Apple. Donc, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens, même sur le subreddit, j'ai vu de Samsung, avec normalement beaucoup de gens qui aiment bien la marque. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, oui, c'est quoi cette copie des AirPods qui a l'air cheap? Alors, moi, personnellement, je trouve pas qu'ils ont l'air cheap. Ils ont l'air quand même un peu plus qualité, mais ça donne un petit peu genre, ça donne un côté genre AirPod gaming, je trouve, avec un design un peu plus industriel. Mais clairement, ça me fait pas penser à Samsung. Genre, je ne comprends pas la logique du design ici. Je ne comprends pas. Là, c'est clairement Samsung qui est en mode, hey, vous êtes fan d'Apple? Regardez, nous aussi, on a des AirPods. Ils sont pareils, ils ont aussi la petite tige et tout ça pour contrôler. Venez dans notre camp. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Genre, ils essayent de coller le plus possible à ce que fait Apple pour essayer d'inciter les gens qui sont chez Apple de venir chez eux. Mais le truc, et on peut le dire directement à Samsung, ça ne marche pas. Tout ce que vous faites en faisant ça, c'est que oui, certaines personnes passeront, mais la plupart des gens qui voient ça, les gens qui sont déjà clients Samsung, qui pourraient être futurs clients Samsung, qui sont peut-être déjà sur des appareils Android, ils regardent ça, ils sont en mode, pourquoi vous essayez de copier Apple? Genre, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chez Apple pour une bonne raison. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout justement ce design avec un truc qui sort comme ça, genre cette tige qui sort. Euh, c'est pas pour tout le monde. Et donc, le fait de totalement changer le design, ça fait que vous avez éliminé ce qui vous rendait différent de Apple. Mais du coup, les gens qui veulent vraiment Apple vont juste rester chez Apple, en fait. Ça ne va pas les convaincre à passer. Donc, franchement, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais moi, je trouve ça, genre, c'est vraiment une copie. Pas carbone, c'est pas une copie totale, mais ça ressemble tellement à des AirPods que c'est juste genre, je suis en mode, oh, Samsung. Enfin bref, passons à une marque qui innove déjà beaucoup plus ici, selon moi, et c'est Nothing. Rien en français. Nothing est évidemment la compagnie créée par. C'était le gars qui faisait. Oui, c'est le gars qui faisait OnePlus, c'est ça? Oui. Qui a décidé de faire Nothing. L'entreprise est, selon moi, intéressante. J'aime bien leur façon de communiquer en ligne. Ils ont une chaîne YouTube où, des fois, même le CEO du coup de Nothing, qui était l'ancien CEO de OnePlus, genre réagit aux dernières annonces de l'iPhone et tout ça. Et c'est pas juste genre, il réagit en mode ouais, l'iPhone est nul. Non, il donne quand même des points, genre oh, ça m'intéresse et tout ça. Et il parle aussi un petit peu du processus de designer un téléphone. Donc j'aime bien leur façon de communiquer. Leur téléphone qu'ils ont sorti jusqu'à maintenant, qui étaient les Nothing Phone 2 et Nothing Phone 1, avait évidemment ce design très intéressant, hein, qui était transparent avec des lumières, mais personnellement, je trouvais ça, voilà, c'était pas le plus intéressant. Le prix était respectable, surtout avec les specs que vous avez derrière, mais
voilà, je ne suis pas le plus intéressé. Mais là, ils ont annoncé le CMF Phone 1. Et déjà, il faut savoir qu'il a déjà fait pour plus de 100 000 ventes. Donc, il a l'air d'être très populaire parce que c'est un téléphone qui commence à 199 euros. Vous avez 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un MediaTek Dimensity 7300G. C'est un processeur quand même assez récent, donc plutôt bon. Je sais que certaines personnes n'aiment pas MediaTek, mais moi je trouve qu'ils font quand même des bons processeurs. Vous avez un capteur principal de 50 mégapixels de chez Sony. Le deuxième capteur est juste là pour aider le premier capteur, donc c'est un petit peu cette histoire de capteur qui permet d'améliorer les calculs de profondeur et tout ça. Donc, basiquement, vous avez un capteur, un écran 6,67 pouces AMOLED, et c'est un vraiment bon écran, genre 120 Hz AMOLED jusqu'à 2000 nits de brightness. Donc, franchement, c'est vraiment bon. Il y a toutefois un truc que j'ai vu au niveau marketing, vous le voyez ici, ils disent qu'ils ont 8 Go de RAM plus 8 Go de RAM booster. Donc, ils ont basiquement 16 Go de RAM. Le truc, c'est pour ceux qui... Il y en a qui doivent le savoir directement. Je pense notamment les utilisateurs Linux doivent le savoir directement. C'est juste de la swap. C'est juste littéralement 8 Go de RAM réservé sur le stockage du téléphone. Donc, c'est pas de la RAM. Tous les smartphones font ça. Tout le monde fait ça. Donc, le mettre en marketing comme ça, je trouve ça... Ça, c'est le seul truc par rapport à ce téléphone. Je suis juste en mode, vous êtes sérieux, Nothing? Ça fait tellement cheap niveau marketing. C'est le genre de truc que vous voyez sur des téléphones chinois, vous voyez, pour essayer de donner des specs plus impressionnantes. Enfin bref. Le reste est quand même bon. Franchement, selon moi, ils ont 5000 mAh de batterie. Vous pouvez apparemment étendre le stockage via une carte SD. Donc franchement, c'est un téléphone solide. Et Nothing se débrouille plutôt bien au niveau photo. Donc franchement... Pour beaucoup de gens, ce serait largement suffisant. Et si on regarde plus en détail, notamment l'arrière, vous avez dû voir l'arrière est assez spécial parce que cet arrière, vous avez des vis. Cet arrière est en plastique, mais sur moi, c'est pas un problème. Et vous pouvez dévisser et littéralement, on va le voir en dessous, c'est plus bas encore, vous pouvez littéralement, oui, enlever l'arrière et le remplacer par un autre. Donc ça permet déjà d'éviter, si vous faites tomber votre téléphone, d'avoir un arrière cassé et que ça coûte cher de le remplacer parce que c'est littéralement hyper rapide, surtout que c'est du plastique donc il ne cassera pas. Mais ça vous permet de personnaliser votre smartphone si vous voulez, si vous voulez changer de couleur sans devoir utiliser un skin ou autre chose. Et vous pouvez voir aussi que ça inclut le bord du téléphone, c'est pas juste l'arrière, et ça vous donne accès plus facilement à l'intérieur. Alors, occasion manquée de la marque, clairement, selon moi, c'est genre, pourquoi les mecs même si vous pouvez enlever l'arrière, vous ne pouvez pas, genre, ils disent, c'est clairement, il y a des écritures à l'intérieur qui disent que seulement un ingénieur, enfin, un technicien qualifié peut enlever la batterie, ce genre de truc, et il n'y a pas vraiment de système pour enlever facilement la batterie, et ça, je trouve ça extrêmement dommage. C'est une occasion manquée, franchement, d'offrir la possibilité de facilement changer la batterie. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ils auraient dû clairement le faire. C'est le seul truc en plus du RAM booster que je trouve dommage. Mais à part ça, oui. Franchement, très intéressant. Vous pouvez aussi... Alors, vous avez cette roue, en quelque sorte, en bas, que vous pouvez dévisser. Puis après, vous pouvez mettre un kickstand ou une sorte de dragon. C'est dragon. Un truc qui s'accroche à votre bras pour éviter que ça tombe. Donc, franchement... un téléphone, selon moi, assez solide. 33 watts de chargement en filaire, pas le meilleur, mais voilà. Il y a aussi, en réalité, il y a un troisième truc qui pourrait déranger certaines personnes. Vous n'avez pas de support NFC parce que ce smartphone est principalement fait pour le marché indien, mais il sort aussi en Europe et tout ça. Et du coup, en Inde, bien souvent, ils ne payent jamais via NFC. Ils payent via d'autres systèmes de paiement où vous pouvez scanner des QR codes, ce genre de choses. Et du coup, vous n'avez pas besoin du NFC. Mais en Europe, par contre, le NFC est vachement plus pratique. Surtout, je pense notamment maintenant, moi, je trouve que les paiements supportés par NFC sur smartphone se sont largement développés en quelques années. Vous m'auriez dit, il y a 3 ans, ce smartphone n'a pas NFC, j'aurais dit, ah, c'est pas grave. Mais maintenant, je suis en mode, ça pourrait être un petit peu embêtant pour certaines personnes. Donc, je pense qu'ils auraient dû le rajouter, mais je comprends aussi pourquoi ils l'ont pas rajouté, vu le marché qu'ils visaient. Mais bon, peut-être que du coup, quand ils feront un CM Phone 2, je leur conseille fortement de mettre le NFC, ça ne devrait pas coûter grand-chose. Rendre le fait de pouvoir remplacer la batterie facilement.
Et aussi, autre conseil que je leur donnerais, ce serait d'éviter de faire du marketing avec le RAM booster avec 8 plus 8 Go. Ça, c'est juste mauvais. S'ils font ces 3 changements, ils auront un téléphone encore plus solide, selon moi. Et peut-être aussi un CM Phone 1 Plus qui coûte genre, allez, un petit 300 €. Ça reste raisonnable. Et vous rajoutez peut-être un capteur photo en plus, un ultra grand angle, ou peut-être un téléphoto. Je sais pas s'il y a vraiment. Je sais pas si les gens utilisent plus l'ultra grand angle que le téléphoto, mais un capteur en photo en plus ferait pas de mal, avec un peu plus de fonctionnalité. Peut-être aussi un des Mediatek Dimensity un petit peu plus puissant, éventuellement. Et là, vous auriez aussi un téléphone assez solide. Mais j'irai pas plus que ça. Au-dessus de 300 €, je pense que ça sert à rien. C'est pas le but de ces smartphones. Aussi, j'espère qu'ils feront un peu plus d'accessoires. Ça semble être le but, de faire des accessoires que vous pouvez mettre derrière le téléphone. Alors, pas des accessoires intelligents, juste des accessoires plus cosmétiques. Comme ça, il faut un petit peu d'argent parce qu'évidemment, si les gens s'amusent à acheter des arrières pour les changer, ça leur permet de vendre un petit peu plus. ChatGPT, donc vous avez ChatGPT qui est à rajouter dans une bêta, il me semble, de macOS directement. Et du coup, le client ChatGPT que vous avez dans cette version de macOS, par défaut, sauvegardait tous les prompts, tout ce que vous discutez avec ChatGPT en texte clair. Genre en texte, vous pouviez juste ouvrir le fichier, c'était du texte clair. C'était pas chiffré, rien du tout, c'était pas protégé. Donc depuis, évidemment, ça a été chiffré, mais j'ai juste envie de dire, OpenAI est une entreprise qui vaut des milliards et des milliards de dollars, et ils n'étaient pas foutus de vérifier que le fichier était chiffré. Franchement, ce genre d'erreur, je trouve ça... Voilà, ça enlève un petit peu de la confiance d'une entreprise, personnellement. Parce que je me dis, combien de personnes ont validé avant que ce soit publié dans la version de macOS, et il n'y a personne qui a vérifié, il n'y a personne qui se dit « Oh, on sauvegarde tout en clair, comme ça. » Et voilà. Si c'était un petit développeur qui est seul, qui fait une erreur comme ça, je me dis encore, ok, il est seul, peut-être qu'il a oublié autre chose. Mais là, je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une entreprise qui vaut des milliards et des milliards de dollars fasse une erreur aussi stupide, on peut le dire. Donc, ma foi, juste votre rappel de faire attention quand vous mettez du texte dans, du coup, tout ce qui est cette chat et tout ça, IA. Juste, voilà, mettez pas des informations privées ou des informations qui ne devraient pas fuiter parce que, basiquement, vous n'avez aucune garantie que ce ne soit pas le cas. Parce que ça pourrait être juste sauvegardé en clair et du coup, un programme derrière pour juste récupérer les informations. Ensuite, on a une autre news au niveau IA. C'est la dernière news au niveau IA, je vous rassure. Et c'est au niveau de TikTok. Alors, ça date un petit peu, mais ce mois, c'est une news assez importante, vous allez le voir, parce que elle parle d'un problème qui est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, cet outil, c'est TikTok Symphony, Creative Studio, voilà. Et c'est des outils accélérés par IA générative pour aider les créateurs de pubs, donc les personnes qui payent pour avoir des pubs sur TikTok, à plus facilement créer des pubs. Donc il y a des outils logiques, par exemple adaptés peut-être selon les trends en ce moment même. Vous voyez, rajouter des effets, flash sale, ce genre de choses. Donc des trucs un petit peu classiques qu'on pourrait s'attendre d'une IA générative. Et puis on a des trucs beaucoup plus effrayants, notamment, vous avez... Alors la première version de ce truc utilise des modèles. Alors je ne parle pas de modèles d'IA, je parle de modèles littéralement de personnes. Donc cette personne juste vend son image à TikTok Symphony, en tout cas l'outil de création pour faire des pubs. Et en gros, du coup, une marque peut arriver et est en mode « Oh, moi je vends ce nouveau pied pour téléphone. » Et du coup, l'IA génératif crée une vidéo avec cette fausse personne qui est basée sur un modèle qui dit « Ah oui, le nouveau pied machin, il est génial. » Mais évidemment, le modèle n'a jamais dit ça. C'est juste que l'IA est entraînée sur ce modèle pour créer n'importe quel type de pub. Et donc, ils peuvent facilement créer, oui, une fausse vidéo avec une personne qui techniquement existe, mais qui dit des faux trucs, parce que c'est juste une IA, et qui fait la pub pour n'importe quoi. Donc, déjà ça, c'est problématique, mais ça va plus loin. Vous pouvez aussi, en tant que, on va dire, personne qui veut faire des pubs sur TikTok, vous pouvez aussi utiliser tout simplement des créateurs TikTok pour faire ça. Alors, il me semble que les créateurs doivent forcément donner leur autorisation, mais oui, certains créateurs pourraient être en mode « Oh, faire une pub, trop d'efforts. Faire une pub pour Ugreen, trop d'efforts. » Et du coup, Ugreen peut aller sur l'application Symfony et juste, moi, j'ai donné mon autorisation. Et automatiquement, ça crée une vidéo de moi en mode « Ah oui, Ugreen est trop bien », ce genre de choses. En réalité, Ugreen est vraiment bien. Mais
Là, je le dis réellement, ce n'est pas une IA. Et du coup, oui, vous pourrez avoir une vidéo créée automatiquement comme ça pour faire la pub de n'importe quelle marque avec la tête d'un créateur que vous connaissez. Pas juste quelqu'un qui a donné son image. Un créateur de contenu que peut-être vous respectez. Peut-être que vous dites, ah oui, je respecte son avis. Et vous voyez une image, vous voyez une vidéo de lui en mode, ah oui, le nouveau pied, trop bien. Et vous dites, oh, bah, j'aime bien ce créateur, il met en avant ce produit-là, je vais peut-être regarder. Mais en réalité, c'était juste une IA. Et le truc, c'est que on voit directement les abus. Je pense que on a tous déjà vu sur les réseaux sociaux ces vidéos avec une voix IA qui parle de trucs. Et déjà, ça, c'est énervant. Mais maintenant, imaginez, vous voyez une vraie personne, vous dites, oh, c'est une vraie personne, laisse-moi regarder la vidéo. Et puis, en fait, c'est juste une pub générée par une IA. Et maintenant aussi, vous pourriez avoir un créateur que vous connaissez. Et le problème aussi que je vois derrière, c'est qui valide les marques? Parce que le créateur va donner son autorisation, mais à mon avis, TikTok promet que c'est seulement des marques respectables qui peuvent utiliser ça. Mais quelle est la garantie? On a déjà tous vu, je pense, des fausses pubs aussi pour... Vous avez des fausses pubs Elon Musk, il y en a plein. Vous avez Elon Musk qui, soi-disant, a lancé un nouveau produit, cliquez le lien dans la description, ce genre de choses. Ça, j'en ai vu plein sur Instagram notamment. Facebook ne fait pas beaucoup d'efforts pour les supprimer. J'en ai vu aussi sur YouTube en vrai. Mais imaginez ça, mais créé avec l'autorisation du créateur. Et aussi bien pour des produits que le mec n'a jamais validés. Parce que TikTok lui a dit trust me bro, je vais juste donner cet accès à ces outils à des marques respectables. Mais en fait, non. Aussi bien, il y aura des arnaques mises en avant par des grands créateurs qui vont toucher de l'argent sur cette arnaque, en quelque sorte. Voilà, moi je vois énormément de problèmes avec ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est extrêmement problématique. Et selon moi, vraiment, tout ce qui est IA comme ça, utiliser des IA qui font bouger des faux modèles de personnes, tout ça devrait être interdit pour faire de la pub. Selon moi, ça devrait être interdit pour la pub en particulier. Parce que, voilà, c'est une pente très glissante qui peut mener à des très mauvaises situations. Et en parlant de pente glissante, Intel est sur une pente glissante. Vous avez une vidéo de Level 1 Tech, ça c'est Wendell de Level 1 Tech, excellente chaîne YouTube qui est très technique, qui va très dans le détail, notamment ils ont aussi une chaîne Linux qui est excellente, je vous recommande. C'est en anglais toutefois, je tiens à le préciser. Et du coup, Wendell travaille souvent dans tout ce qui est IT, au niveau serveur et tout ça, il travaille avec des clients et tout. Et mais depuis qu'il y a eu le problème avec Intel, que vous devez savoir, avec les Core i9 et tout ça, qui sont instables dans les jeux vidéo et tout, Wendell de Level 1 Tech a décidé d'investiguer un petit peu plus derrière. Il a notamment demandé à certains de ses contacts qui ont des serveurs qui utilisent des Core i7 et des Core i9. Il y en a, notamment pour des serveurs de jeux, c'est très utilisé dans les data centers ou aussi des processeurs AMD. Et du coup, il a demandé à ses contacts voir un petit peu, est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que je peux avoir les données sur tous ces serveurs, voir s'il y a des problèmes ou autre chose. Donc il a pu récupérer quand même pas mal de données de deux entreprises premièrement pour cette vidéo-là, mais depuis il a aussi fait une autre vidéo avec Gamer Nexus, il me semble qu'elle est recommandée là, où il a encore eu plus de données derrière. Et ce qu'il a trouvé, et vous allez franchement pas le croire, c'est que dans ces data centers qui utilisent du coup des processeurs, on va dire grand public, ça n'utilise pas d'Exeon, c'est juste vraiment pour des serveurs de jeux et tout ça, ils ont trouvé qu'ils pouvaient aller jusqu'à 50% des processeurs finissaient par avoir un problème. 50% des processeurs Intel, je tiens à préciser Intel, pas AMD, pouvaient avoir des problèmes au bout de quelques mois. Et ça en tenant compte que ces serveurs tournent 24 heures sur 24. Donc c'est une version accélérée de ce qui va se passer chez les gens normaux. Vous, si vous utilisez votre PC, peut-être que vous l'utilisez 8 heures par jour. Et même si vous le laissez sur le bureau à pas faire grand-chose, il ne fait pas grand-chose, donc ça ne fait pas autant d'usure que si vous jouez ou autre chose. Là, on parle de serveurs qui sont chargés certainement à plus de 80%. Si vous voulez rentabiliser, en tout cas, c'est ce que vous devez faire. Vous devez charger au moins vos serveurs à plus de 80% en permanence. Et du coup, pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, la dégradation des processeurs est évidemment accélérée. Mais normalement, un processeur dure plusieurs années sans aucun problème. Vous avez des data centers avec des serveurs de jeux, des fois, où ils continuent de vendre des vieux serveurs parce qu'ils marchent toujours. Et
voilà, il faut quand même quelques années avant qu'il y ait vraiment des problèmes de dégradation. Ici, on parle de à peine quelques mois. Donc, pour une personne normale qui utilise son PC 8 heures par jour, oui, ça va prendre plus que quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, mais ça finira par arriver. Surtout quelqu'un qui utilise énormément son PC. Et du coup, oui, jusqu'à 50%. Vous avez des clients qui ont des Core i7 et des Core i9 de 13e génération qui ont tellement de problèmes que le fournisseur de serveurs a commencé à remplacer, enfin, Intel donne des remplacements de processeurs en 14e génération à la place de la 13e génération en compensation. Mais même ces processeurs-là finissent par avoir des problèmes. Donc certains de ces contacts, justement, sont passés à des... Maintenant, ils guident leurs clients vers des systèmes avec des processeurs AMD pour éviter les problèmes, justement. Euh, donc oui, 50%, c'est juste énorme. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent aussi dans les commentaires, c'est que au début, c'est... Il y en a qui ont des problèmes directement de ces processeurs, mais il y en a d'autres qui sont stables. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, ils deviennent instables dans des tâches qui pourtant ils étaient tout à fait stables avant. Et il y a certaines personnes qui ont du coup undervolté pour éviter ce problème-là. Et ce qu'ils remarquent, c'est que l'undervolting, avant, il pouvait peut-être faire moins 100 millivolts et être stable dans un programme. Et au bout de quelques mois, ben maintenant, il doit faire moins 60 millivolts. Et plus les mois passent, plus ils doivent diminuer leur undervolting parce qu'il est de moins en moins stable. Donc, il y a d'énormes soucis avec Intel à l'heure actuelle au niveau de leurs processeurs. Notamment, on parle ici des i7 et i9 de 13e et 14e génération et les versions K parce que c'est des processeurs qui consomment énormément. Au début, même Wendell le disait, il se disait, oh, ça doit être un problème peut-être, genre, qui peut être fixé via un microcode ou autre chose. C'est peut-être juste un... Voilà, les processeurs boostent un petit peu trop, consomment un petit peu trop et ça pousse dans leur retranchement. Mais non, le problème semble être beaucoup plus profond que ça, au point même que certainement ce ne sera pas fixé via une mise à jour BIOS. Ça pourra mitiger le problème, mais ça ne pourra pas le fixer. Et si votre processeur s'est déjà dégradé, et on l'a déjà vu avec aussi AMD, il faut quand même le citer, AMD a eu ce problème avec les Ryzen 7000, hein, si vous vous souvenez. Bon, ça a été fixé depuis, mais quand le processeur est déjà dégradé, a déjà eu des dégâts au niveau de son silicium, c'est juste fini en fait. Vous ne pourrez pas le récupérer derrière. Donc, yep. Dans tous les cas, Intel a des gros soucis. En d'autres news, vous avez des modeurs brésiliens qui sont des hey, Nvidia l'a pas fait, donc on va le faire nous-mêmes. Et ils ont fait une RTX 4090 Super, qui est 39% plus rapide que la 4090. 39%, c'est énorme. C'est plus que la différence entre une 4080 et une 4090. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et comment ils ont fait, vous allez me dire. Alors, on n'a pas ici de refroidissement extrême avec de l'azote liquide et tout ça. La carte est, comme vous pouvez voir, water-collée. Non, ce qu'ils ont fait derrière est un petit peu plus complexe. Déjà, le PCB de la carte, donc le circuit imprimé de la carte, est celui d'une RTX 3090 Ti. Parce que la RTX 3090 Ti était basiquement le prototype de la 4090. C'était aussi la première carte à utiliser le nouveau connecteur 12 plus 4 pins, celui avec les 4 pins de données en plus. Donc, très similaire à ce que faisait la RTX 4000. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez littéralement prendre le GPU d'une RTX 4000, en tout cas la 4090, et le mettre sur le PCB d'une 3090 Ti, et ça fonctionne. En plus de ça, ils ont remplacé les puces mémoire par celles d'une 4080 Super, parce que la 4080 Super a les puces de GDDR6X les plus rapides à l'heure actuelle, plus rapides que la 4090, qui peut monter jusqu'à 23 Go bps. Et en plus de ça, ils ont évidemment overclocké ces puces pour aller encore plus loin. Et aussi, ils ont permis au GPU de consommer encore plus derrière. Parce que ils ont un petit peu fait aussi des modifications au niveau du PCB. Et donc, avec tout ça, ils ont 39% de puissance en plus. Ce qui est énorme. Ils ont benchmark via le benchmark Unengine Superposition. Donc, certains benchmarks, évidemment, ne donneraient pas 39%. Hein. Peut-être vous allez jouer à un jeu, ce sera plus peut-être 30%. Mais c'est quand même massif comme différence. Et ça montre que en réalité, oui, il y a encore du potentiel derrière. Surtout que 13% de cette augmentation de performance est juste due à la mémoire. Genre, du fait d'être passé à une mémoire meilleure et de l'avoir overclocké, ils ont pu augmenter les performances de 13%. Donc ça montre que les futures cartes qui seront en GDDR7, qui seront justement à 28 Go bps, qui est encore plus rapide, pourraient juste... Même si vous ne changez rien à la carte graphique, vous changez juste la RAM,
pour de la RAM en GDDR7, vous pourriez déjà avoir un gain de performance juste comme ça. Donc, plutôt prometteur pour les futures cartes graphiques, évidemment. Mais dans tous les cas, oui. Clairement pas à la portée de tout le monde, hein, on va être très honnête. Parce qu'ils ont dû littéralement dessouder un GPU d'une 4090, le mettre sur l'autre carte, dessouder des puces mémoire d'une 4080 Super, les mettre sur cette carte. Donc c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, selon moi, extrêmement cool à voir. Ensuite, on a plus de détails sur les Ryzen 9000, notamment un petit peu de chiffres de performance. Vous avez des personnes qui ont réussi à mettre la main sur des engineering samples, donc des modèles de test basiquement. C'est pas les modèles que vous verrez sortir sur le marché, donc tenez compte qu'il y aura des différences. Bien souvent, en réalité, les modèles qui sortent sur le marché sont meilleurs que les modèles de test, parce que les modèles de test sont là plus pour valider les cartes mères et tout ça. Enfin bref, vous avez Igor Kavinsky qui a notamment mis la main sur un modèle de test d'un 9950X, donc qui est le plus gros processeur avec 16 cœurs et 32 threads, et il a pu s'amuser à le tester à différents niveaux de consommation, donc autant de consommation que le processeur veut, 253, 230 watts, 160 watts, 120 watts, 90 watts et 60 watts. Et il a pu le tester dans notamment Blender, dans les différents benchmarks Blender. Et comme vous pouvez voir, le processeur se débrouille plutôt bien. Il est en général 20% pour la même consommation que le 7950X, il est en général 20% plus performant dans ce test Blender. Et Blender est plutôt réaliste comme test. Hein. C'est évidemment pas les jeux vidéo, mais c'est plutôt réaliste pour le rendu 3D parce que beaucoup de personnes utilisent Blender. Donc, un sacré gain. Et par rapport au notamment 14900K, qui, je suppose, était stable pendant les tests, peut-être, éventuellement, le 9950X était au même niveau de consommation, 35% plus rapide, ce qui est, selon moi, énorme, franchement. Surtout que, techniquement, le 9950X a moins de cœurs que le 14900K. Parce que le 14900K, évidemment, a plus de cœurs haute efficacité énergétique. Donc, c'est un résultat qui est juste énorme. Donc, même si j'attends de voir toujours, évidemment, hein, c'est juste des tests non officiels d'une personne qui a un modèle de test pas forcément, on va dire, validé, mais c'est très prometteur. Mais maintenant, j'aimerais voir dans les jeux vidéo, parce que c'est sûr et certain que notamment le 7800X 3D, dans certains jeux, va être toujours plus performant que ces Ryzen 9000. On l'a déjà vu avec le 5800X 3D, quand les Ryzen 7000 sont sortis, le 5800X 3D, des fois, battait les meilleurs processeurs d'AMD en Ryzen 7000. Mais c'était juste certains jeux dans certaines conditions. Donc, sûr et certain qu'on va voir la même chose, mais quoi qu'il arrive, intéressant. Et tenez compte qu'évidemment, les versions X3D arrivent au final très prochainement et arriveront basiquement quand Intel sortira leur prochain processeur de PCFX. Donc, oui, AMD aime bien maintenir la pression sur Intel. Ensuite, on a une vidéo très intéressante de Hardware Unbox avec un article ici qui résume un petit peu les résultats sur VideoCarts. Et du coup, cette vidéo de Hardware Unbox est très intéressante parce qu'ils sont amusés à tester basiquement la Intel Arc A770 dans 250 jeux. Alors, pas juste pour voir les chiffres de performance, mais aussi pour voir tout simplement est-ce que ça tourne bien en fait? Est-ce que le jeu se lance? Est-ce qu'il y a des problèmes ou autre chose? Et du coup, ils ont découvert que 93% des jeux étaient basiquement jouables, donc à plus de 40 FPS. Et la plupart étaient à plus de 60 FPS, hein, je tiens à le préciser. Hein. Vous pouvez voir un petit peu du chiffre de performance ici. Il y en a encore plus dans la vidéo, je vous invite à la regarder. 87% des jeux étaient jouables sans aucun souci, donc ça c'est plutôt prometteur. 5% étaient pas jouables par contre, et 2% ne fonctionnaient littéralement pas. Et dans la liste, vous avez genre SimCity 4, Left 4 Dead 2, Saints Row 2, donc c'est des jeux qui commencent à dater un petit peu, mais vous avez aussi Avatar Frontier of Pandora, qui est un jeu très récent d'Ubisoft, donc ça c'est vachement étonnant selon moi, mais après c'est Ubisoft, donc ça ne m'étonne pas non plus. Enfin bref, dans tous les cas, ça prouve qu'en réalité, les Intel Arc ont fait énormément de progrès et sont assez bien jouables dans pas mal de jeux. Et ça, c'est justement quelque chose qu'on m'a posé la question, ou plutôt qu'on m'a fait la réflexion. À chaque fois que je recommande des cartes graphiques, on me dit « Oh, pourquoi tu recommandes pas les Intel Arc? Elles sont pas mal. » Et à chaque fois, je suis un peu en mode... Le truc, c'est que même avec cette vidéo qui montre que la plupart des jeux fonctionnent, il y a encore des jeux où il y a des problèmes. Et il y a même un jeu récent où il y a des problèmes. Donc ça me refroidit personnellement un petit peu à les recommander. Surtout que pour le même prix qu'une Intel Arc A770, vous pouvez acheter une carte graphique AMD qui est légèrement plus performante, qui a moins de problèmes et qui est mieux supportée dans les vieux jeux. Donc pourquoi je recommanderais une carte graphique moins bonne juste parce que c'est pas AMD ?
ça n'a pas beaucoup de sens. Elles ont quand même leur avantage, notamment l'encodeur que vous avez sur ces Intel Arc est excellent, notamment l'encodeur AV1, donc ça c'est un de leurs gros points positifs, mais si c'est juste pour jouer aux jeux vidéo, prenez une carte graphique AMD, hein. Surtout que là on parle d'avoir un petit peu moins accès à certaines technologies que certaines personnes voudraient, par exemple DLSS et tout ça. Donc si vraiment vous êtes en mode je ne veux pas Nvidia, prenez une carte graphique AMD surtout à ce genre de prix. La 6650 XT notamment, et vous avez aussi la RX 7600, fait mieux que cette carte et consomme moins aussi. Parce que la Intel A770 consomme quand même pas mal d'énergie, c'est 250 watts, donc c'est quand même massif comme consommation pour un niveau de performance qui n'est pas non plus incroyable. Après, c'est quand même cool de voir qu'ils ont fait énormément de progrès via les pilotes et c'est plutôt prometteur pour la prochaine architecture qui est BattleMash qui normalement devrait notamment améliorer un petit peu la compatibilité avec des anciens jeux. Donc ça, c'est plutôt cool et j'ai hâte de voir ça. Par contre, on n'a pas encore de date, donc on verra bien. Et enfin, une news sur Valorant qui a souvent posé des problèmes sur PC, notamment au niveau de son anti-cheat qui est basiquement un virus, on va être très honnête. L'anti-cheat Valorant vous requiert d'activer notamment le save boot, la puce TPM2. Donc vous pouvez seulement y jouer, il me semble, sur d'ailleurs Windows 11 ou autre chose. Il y a beaucoup de prérequis en tout cas. Et surtout, l'anti-cheat Valorant tourne en permanence sur votre PC. Ça, si vous ne savez pas que vous jouez à Valorant, cet anti-cheat tourne en permanence. Et si vous l'arrêtez et que vous le relancez ou autre chose, vous devrez relancer votre PC pour que le anti-cheat s'assure que vous n'avez pas fait des modifications ou autre chose pour cheater, basiquement. Mais du coup, ici, Valorant est dans les news pour un autre truc, parce que c'est, selon moi, limite encore plus grave, et c'est le fait qu'ils ont commencé à bannir les joueurs qui trichent selon leur matériel PC. Alors, c'est pas genre, oh, tu as triché et t'as une carte AMD, t'es banni. Non, on parle ici de bannir, littéralement, votre carte mère ou votre carte graphique selon leur identifiant unique. Donc c'est votre carte graphique, pas un autre modèle de la même marque ou autre chose, votre carte graphique à vous. Donc ça veut dire que si vous êtes, normalement il y a des bans IP, ce genre de choses, mais vous pouvez changer d'IP, vous pouvez juste, bien souvent vous rebootez votre box, vous aurez une nouvelle IP publique. Donc faire un ban IP ne permet pas de bannir les gens. Ici, en bannissant le hardware, ça permet de littéralement, oui, bannir le PC d'une personne, à coup sûr. À moins qu'il sache traficoter derrière, mais honnêtement, peu de chance, parce que, encore une fois, vous avez l'anti-cheat qui tourne en permanence. Mais dans tous les cas, oui, le hardware serait banni. Et donc, oui, la personne ne pourrait... Et donc, du coup, oui, la personne ne pourrait plus jouer. Et là, vous allez me dire, oh, ben c'est pas grave, c'est un cheater de toute manière. Oui, ça, c'est pas grave. Moi, honnêtement, si vous avez cheaté sur un jeu, je m'en bats les steaks, vous pouvez être banni. Mais le problème, c'est si ce cheater vend sa carte graphique ou sa carte mère à quelqu'un, et que cette personne utilise cette carte mère ou cette carte graphique bannie, ben, il pourrait être banni du jeu aussi, en fait. Parce que ben, Valorant va détecter, oh, c'est le matériel que j'ai déjà banni. Hop, il utilise un nouveau compte, je le bannis aussi. Et donc, vous pourriez être banni de Valorant juste parce que vous avez acheté une carte graphique d'occasion, une carte mère d'occasion. Ce qui est, selon moi, honnêtement, de la folie. C'est un énorme problème. Je comprends en partie la raison pourquoi ils le font, mais on va être très honnête, c'est peut-être une solution un petit peu extrême, tout comme leur anti-cheat. Donc, ma foi, ne jouez pas à Valorant, honnêtement. Juste jouer au nouveau CSGO, voilà, il est meilleur de toute manière, et vous n'avez pas un anti-cheat aussi intrusif, donc c'est pas plus mal. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte, ça marche aussi, il n'y a pas plus à dire. J'espère que vous avez bien apprécié, si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à aller découvrir les produits Ugreen en promotion pour le Prime Day, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!